Allez, bonjour à tous, on est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la battle entre rénover ou faire construire son bien. Premier point sur lequel je voulais venir, c'était notamment que le bâtiment est le secteur le plus consommateur d'énergie en France. Voilà. Je mettrai également le lien entre guillemets du screenshot dans la description. Mais voilà, c'était un point relativement important. Je rappelle que le secteur du bâtiment représente 44%. Alors, on va voir les différentes variables de cette vidéo. Premièrement, c'est le prix du bien, donc le terrain inclus, les frais de notaire, donc les émoluments, je reste un peu plus précis, les éventuelles exonérations, les travaux de rénovation, les aides et les factures d'énergie. Alors bien sûr, dans les variables qui sont quasiment impossibles à mettre, c'est les variables plaisir, les variables besoin éventuellement. Tout va dépendre de votre situation. Ça va également dépendre de votre objectif. La personne qui va investir pour son premier bien ou le retraité qui voudra avoir une résidence principale tout simplement pour vivre jusqu'à la fin de sa vie dans sa petite résidence avec son petit chien par exemple. Voilà, on est sur deux objectifs complètement différents. Ça malheureusement on ne peut pas le quantifier. Donc petite news qui est arrivée depuis le 1er janvier 2022, c'est la RE 2020. Alors avant on était sur la RT, réglementation thermique. Maintenant, on est sur de la réglementation environnementale. Allez, let's go. Qu'est-ce que c'est concrètement que la RE 2020? Donc, c'était la même chose qu'avant que la RT. Tout simplement, c'était poursuivre l'amélioration de la performance énergétique et du confort des constructions, tout en diminuant évidemment leur impact carbone. Donc, l'objectif, c'est de construire des logements très performants. L'objectif premier, selon moi, c'est vraiment avoir un DPE avec un joli A. C'est le top. Deuxièmement également, on est dans une phase où on va voir des logements BPOS, c'est-à-dire énergie positive. Concrètement, on produit plus qu'on consomme. C'est-à-dire c'est une maison qui va disposer d'un puits canadien, qui va disposer de panneaux solaires et qui va produire davantage d'énergie qu'elle en consomme. Alors sur le papier, je trouve ça génial. Il faudra voir au niveau de la durabilité, sur du long terme, est-ce que c'est durable, premièrement. Deuxième point qui est extrêmement important, c'est que ça va se répercuter malheureusement sur le prix des ménages. C'est-à-dire quelqu'un aujourd'hui qui voudra acheter un logement neuf, et il faudra mettre 4 à 5% de plus pour un appartement et 5 à 7% pour une maison. Donc après avoir vu la RE 2020, maintenant on va voir si vraiment acheter du neuf c'est une bonne ou mauvaise solution. On va voir les avantages et les inconvénients. Juste petit aparté, acheter du neuf dans du locatif via par exemple la défisque, loi Pinel, c'est pas forcément une mauvaise affaire. Je m'explique, beaucoup de gens pensent qu'acheter Pinel, c'est pour du rendement, pour le fameux cash flow. Non, la réponse est évidemment non. Le Pinel, pour moi, entre guillemets, ça représente une minorité de gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui souhaitent faire de la défisque. Donc, bien sûr, acheter neuf quand on débute, c'est pas forcément la bonne option, on est bien d'accord. Mais dire que vraiment ça sert à rien, la réponse est non. Ça va dépendre en fonction du type de profil et de ce que vous recherchez. Quelqu'un qui gagne près de quasiment 100 000 euros par mois, honnêtement, un immeuble de rapport à 10%, il s'en fout concrètement. Ce qu'il veut, c'est limiter ses impôts, parce que ça pique un peu. On verra ça plus tard quand on parlera de la fiscalité. Donc, c'était juste un petit point, parce que j'avais reçu pas mal de messages par rapport à ça. Le neuf, ça dépend de votre profil. Donc, acheter du neuf, les inconvénients, premièrement. Allez, on va voir maintenant le prix du foncier. C'est un aspect majeur lorsqu'on va investir entre guillemets dans le neuf. Donc il y a deux options. Soit on va faire appel à un promoteur, c'est-à-dire qui va tout simplement réaliser une opération, il va construire. Soit on va acheter un terrain qui peut passer constructible ou qui est constructible. Et derrière, faire appel à un constructeur de maison par exemple, et qui va construire votre bien. Voilà, ce sont les deux grandes options qui existent aujourd'hui. Donc ce qu'on peut constater, c'est d'après la carte, c'est pareil, c'est une carte copier-coller du prix de l'immobilier. On va voir Paris qui est foncé, parce que tout simplement le prix du foncier est élevé. Et après, c'est toutes les côtes, donc côte méditerranéenne et côte atlantique. Après, côté suisse, près de Lyon et les extrémités. Donc, concrètement, c'est vraiment les extrémités de la France dans lesquelles le foncier est élevé. Et le deuxième petit graphique représente tout simplement le prix moyen du terrain constructible en France, qui est d'environ 159 € du mètre carré. Encore une fois, ça va dépendre de la localisation. Je rappelle que c'est le facteur le plus important dans l'immobilier. Ce graphique montre sur l'année 2022, bon, même si on dézoome un peu, dans tous les cas, le foncier augmente considérablement. Pourquoi? Car il y a une rareté du foncier. Avec toutes les lois Allure, les lois Elan dans tous les sens, on veut protéger l'environnement, ce qui est une bonne chose évidemment. Mais pour les développeurs, c'est très compliqué de construire. Et dans les cas où on souhaite construire, et bon, aujourd'hui on nous impose, surtout les promoteurs, à faire des logements sociaux. Sauf que qui dit logements sociaux, malheureusement, qui dit perte de rentabilité. Donc beaucoup de projets annulés de la part des promoteurs.
Donc pourquoi aujourd'hui il manque beaucoup de neuf? Parce que premièrement, il manque du foncier. Deuxièmement, on essaie de répercuter ce qui manque entre guillemets aujourd'hui, c'est des logements sociaux car le gouvernement n'a peut-être pas fait assez. Et donc on le répercute aujourd'hui sur les particuliers. Allez, troisième petit graphique, après promis j'arrête, donc vous inquiétez pas, un graphique assez simple. Deux courbes. La première courbe, on va commencer par la courbe bleue, donc c'est le prix moyen des terrains en euros par mètre carré. Donc on peut voir au cours du temps que c'est croissant, c'est-à-dire en 2008, ça valait un certain prix, donc prix des terrains environ 55, et aujourd'hui ça dépassait quasiment les 85 euros par mètre carré. Encore une fois, c'est une moyenne entre 2008 et 2018. Deuxième petite courbe, donc c'est la surface moyenne achetée en mètre carré, et on peut voir que celle-ci diminue énormément. On passe d'environ 1250 mètres carrés à environ 950. Voilà, donc c'est sur l'ordonnée de droite. Et sur l'abscisse, c'est tout simplement les années. Allez, dernier petit inconvénient, donc on a vu aujourd'hui que le foncier faisait qu'augmenter, qu'il y en avait de moins en moins, que c'était relativement compliqué. Là, maintenant, on va voir justement le coût de la construction qui ne cesse d'augmenter. Alors là, je sais, là, on est sur une base 100, voilà, donc voilà pourquoi on ne voit pas le graphique antécédent, mais si vous regardez sur l'INSEE, depuis 1953, la croissance du coût de la construction ne cesse d'augmenter. Toutefois, on peut voir que cette hausse depuis le deuxième trimestre de 2021 a augmenté de 7,96%, ce qui est quand même, mine de rien, non négligeable. Dans la vraie vie, ce qui est vraiment important, ce qui impacte vraiment le coût de la construction, c'est quoi? C'est premièrement, c'est la pénurie. Il y en a une pénurie qui est relativement importante, que ce soit, je sais pas, sur des baies vitrées, par exemple, des fenêtres. C'est très compliqué. Honnêtement, on est sur des délais stratosphériques, en passant de vie sur une autre planète, autant les fabriquer sur place, quoi, j'aime dire. Deuxième point, ça va être également l'inflation. L'inflation qui est relativement importante, un euro qui malheureusement est proche de 1 dollar. Donc les prix, une répercussion sur les prix qui sont considérables. On voit que l'inflation et la pénurie, ça fait accroître les devis et donc le chiffrage. Et pour finir, maintenant on va arriver à une RE 2020, donc ça sera plutôt le 9, donc ouf, mais les futurs promoteurs devront respecter ces exigences, malgré, à mon avis, des marges soit un peu plus faibles, soit une répercussion sur le prix de la vente. Donc on a vu jusqu'à présent les inconvénients, maintenant on va voir les avantages. Alors le premier avantage du neuf, évidemment que tout le monde connaît, je pense, c'est les frais notaires qui sont moins importants. Il faut compter entre 2 à 3% du prix d'achat contre 7 à 8% pour un logement ancien. On va parler plus des monuments. Alors, petit aparté, c'est que oui, sur ce coup-là, on va payer moins cher. Par contre, dans les cas où on achète par exemple dans une copropriété neuve, et toutes les interventions, là je parle d'un point de vue syndic, donc de la gestion des parties communes notamment, toutes les interventions seront entre guillemets, je dirais, taxées à 20%, la TVA complète. C'est-à-dire qu'une copropriété qui date, qui a plus de 2 ans, on va passer sur une TVA à 10% sur certaines interventions. Comme notamment toutes les interventions, les extincteurs, les VMC, le portail, voilà, on va passer à 10%. Autrement, si on achète du neuf, on est à 20%. Donc, vous inquiétez pas, l'État il perd d'un côté, mais il regagne de l'autre. Voilà. Donc, c'est un petit aparté du point de vue d'un syndic qui gère les parties communes. Allez, on va voir aussi dans d'autres cas l'exonération de la taxe foncière dans certaines communes. Deuxièmement, on va voir également de nombreuses garanties. Alors, là aussi, garantie biennale, décennale de parfait achèvement. Je ne vais pas rentrer dans le détail sinon la vidéo va être trop longue. Faut savoir que voilà, dans la vraie vie, oui et non. Pourquoi? Parce que vraiment, je ne vais pas cracher sur tous les promoteurs, mais il est vrai que lorsqu'on récupère un bien par exemple en gestion et on est syndic ou gestionnaire, c'est fait à l'arrache. Vraiment, les 2 premières années, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de défauts. Et des fois, ils nous livrent des immeubles avec les parties communes encore dégueulasses, il faut encore passer la fibre, il y a quelques portes, il y a encore du rafistolage. Donc, dans les faits, oui, notamment la décennale, elle est top. Par contre, biennale et parfait achèvement, ça traîne. Et puis, une fois que c'est livré, pour les contacter, à part les assigner ou des lettres recommandées, c'est relativement compliqué. Et le dernier avantage, selon moi, qui est un des plus importants, pour prendre le plus important, c'est la lettre du DPE. L'avantage, c'est qu'on va être sur la RE 2020, donc on va avoir un DPE qui est top tip top. Voilà, voir si on est sur un bâtiment BPOS, c'est encore mieux, énergie positive. Car ça, c'est l'enjeu majeur des futures années, ça va être l'écologie, sauvons la planète, ce qui est très bien. Donc il faudra vraiment s'adapter et prendre, on va dire, un peu d'avance dans ce domaine-là. Donc avoir un DPE aujourd'hui, c'est très important.
une maison qui a un mauvais DPE, on va pouvoir la négocier plus facilement. Let's go maintenant pour l'ancien, je pense qu'on a fait le tour avec le neuf. Si vous avez d'autres questions, des remarques ou même selon vous, il y a d'autres avantages ou d'autres inconvénients, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, on va commencer cette fois-ci par les avantages. Donc acheter de l'ancien, pourquoi? Quels sont les avantages? Donc bien sûr la principale différence, qu'est-ce que ça va être? Ça va être évidemment les travaux. Alors un bien rénové à surface équivalente est moins cher qu'un bien neuf. Évidemment, hein, tout travail mérite salaire, on est bien d'accord. Là, on pourra dégager une plus-value. Là, on pourra faire la différence avec sur les travaux. Donc, soit on va avoir l'œil, entre guillemets, pour voir un élément qui va vraiment faire la différence lors de la rénovation. Je sais pas moi, rénover, casser une chambre, que ce soit plus grand, aménager telle pièce. C'est ce qui va donner, on va dire, du cachet en plus dans votre bien. Et c'est ce qui va vraiment faire la différence. Deuxièmement, aujourd'hui, on va voir qu'il y a beaucoup d'aides. Ça va être vraiment, je vous dis, on surfe un peu sur la tendance qui arrive. Il y aura beaucoup d'aides de démarches, donc c'est bien déjà de se renseigner en amont sur les différentes sociétés, comment ça se passe, comment je peux bénéficier de ces aides. Car aujourd'hui, un primo-accédant qui va acheter une maison à titre de résidence principale et que voilà, hein, la maison c'est un déchet concrètement, mais qu'il faut faire énormément de travaux, on peut avoir énormément d'aides. Alors bien sûr, ça va dépendre de votre TMI, tranche marginale d'imposition. J'ai quand même fait pas mal de vidéos à ce sujet-là. Je vous conseille de regarder la playlist rénovation. Je vais continuer à en faire parce qu'on n'a vraiment pas fini. Mais c'est un sujet d'actualité qui va faire la différence entre chaque acquéreur. Quelqu'un qui sait acheter parce qu'il sait combien il va pouvoir percevoir d'aide à la rénovation, c'est quand même non négligeable. Même, je parle également pour les professionnels de l'immobilier, tels que les agents immobiliers, c'est bien de vous renseigner et de faire des simulations pour les futurs acquéreurs. Leur dire, écoutez, vous êtes bien gentil, mais si vous achetez cette maison, vous allez pouvoir bénéficier de tant d'aide à la rénovation. La plupart des gens ne le savent pas. Je rappelle que le professionnel a un rôle de conseil. Alors, les subventions de travaux. Alors, les subventions de travaux, donc il en existe pas mal. La plus connue, bien sûr, c'est MaPrimeRénov', le CCE, également les aides locales qui peuvent également participer et vous aider. Je vous ai mis également les principales aides à la rénovation énergétique selon Helio. Moi, j'ai fait appel à Helio pour de la copro, hein, voilà, avec un maître d'œuvre et compagnie. J'en parlerai ça plus tard. Mais voilà, il fait un petit récap, je trouve, qui est intéressant, des différentes aides. Je vous mettrai également moi, le fichier en PDF dans la description. Donc, il y a plein d'aides. Hein, vraiment, ça peut jusqu'à même à la cheminée, pour vous dire, au poêle, à la cheminée, voilà. Donc, il y a vraiment plein d'éléments. Ce qui va faire la différence, bah, c'est comme d'habitude, c'est travailler. Regardez sur quoi on est éligible, différentes aides, simuler, et puis après, les procédures administratives qui sont chiantes, pénibles, on est d'accord, mais c'est ce qui va faire la différence. Donc après avoir vu les avantages, maintenant on est parti pour l'inconvénient majeur. Alors évidemment, ce sont les travaux. Donc pour certains, c'est un avantage, pour d'autres, c'est un inconvénient. Voilà. Encore une fois, je vous le redis, mais ça dépend de votre profil. Certaines personnes veulent acquérir un bien et tout simplement ne pas chercher, quoi. Pas de travaux, on va rentrer dans le bien en question et hop, vivre directement dedans, jouir de ce bien et fini, basta. D'autres justement, mettre un peu la main à la pâte, ça ne dérange pas plus que ça. Par contre, il faut être vraiment prudent sur premièrement l'enveloppe des travaux. Hein. Je rappelle que ça peut faire peur pour certains, hein. Mais bien les estimer. Deuxièmement, c'est aussi à titre de retour expérience personnelle, il y a toujours des imprévus. Hein. Même si sur le papier tout est magnifique, c'est clair, vraiment on a tout anticipé, il y a toujours des imprévus. Hein. Ça c'est sûr. Là aujourd'hui en ce moment, c'est les délais. Faites attention aux délais, hein. C'est vraiment la catastrophe. Et troisièmement, pour finir, les aides. Les aides sont plafonnées. Donc il y a beaucoup d'aides, il faut se renseigner, mais elles sont plafonnées. On ne peut pas avoir non plus des aides à l'infini. Ce qui est normal aussi. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu voir les différences entre avantages et inconvénients neufs, avantages et inconvénients dans l'ancien. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires et puis si vous avez la moindre question, n'hésitez pas.